Et donc c'est Joseph Templier avec un groupe qui travaillait sur cette technique particulière des planches permanentes. Et du coup, on a rédigé un guide de l'autoconstruction que je peux vous faire passer. Il est paru en 2012. Et donc on a les plans dedans de machines, de 16 outils adaptés pour le maraîchage biologique. Donc on a une présentation des planches permanentes, et puis ensuite viennent les outils de planches permanentes que sont la buteuse, le cultibute et le vibroplanche. C'est vraiment les trois outils phares qu'on avait recensés au départ et qu'on avait restandardisés, parce que voilà, là on ne le voit pas trop, mais c'est fait pas mal à partir d'éléments de récup. Et le but, c'était que ce soit le plus essaimable et le mieux diffusable possible. Et donc, à l'Adabio à l'époque, on avait embauché un ingénieur pour faire ce travail de reconception de la machine à partir d'éléments standards, de barres de métal qu'on va trouver chez n'importe quel quincaillier. Et que si le gars veut faire ça en Bretagne, voilà, à partir des plans, il peut le faire. Et il peut évidemment prendre des éléments de récup, mais il ne trouvera pas les mêmes éléments de récup que ceux que Joseph avait pu trouver. Donc il fallait faire ce travail de standardisation, et finalement c'est dans le guide de l'autoconstruction qu'on avait posé un peu sur la table ce qu'on était capable de faire. En 2011, on fait une première formation autoconstruction, en février 2011, où on se dit, chiche, une autre manière de diffuser de la connaissance autour du matériel agricole inventé par les paysans, c'est de faire des formations où en une semaine, on réunit 10 agriculteurs, on fait, nous, la coopérative de l'achat groupé de matériaux accessoires qui vont être transformés par les agriculteurs en formation, avec des animaux comme Grégoire qui vont former les agriculteurs au travail des métaux, à percer, souder, découper la matière. Et à la fin de la formation, chacun repart avec une machine qu'il a appris à construire pendant 5 jours. Et ça a fonctionné. La première était en février 2011. Et aujourd'hui, on en est à des saisons de 70 formations par saison. Nos saisons sont hivernales quand les agriculteurs sont un peu plus disponibles pour sortir de leur ferme et se former à l'autoconstruction et de leur machine. Donc là, on voit une carte OpenStreetMap des formations. On ne voit pas, mais il y a 70 points. Et on va à peu près partout en France. Voilà, sur des types d'outils très différents. On est parti du maraîchage biologique et de ces outils, je vous disais, pour la technique des planches permanentes. Et aujourd'hui, on va sur des outils pour la viticulture, des outils pour l'arboriculture, pour les grandes cultures aussi. Je peux vous faire passer d'autres plans à voir, d'autres machines qui sont disponibles sur notre site internet, qui sont développées avec les agriculteurs. Grégoire, il développera ça un petit peu. Voilà, donc pour voir un dernier jour sur un vibroplanche, du coup, c'est le moment de l'assemblage et le moment de la pédagogie. Ça, c'est une carte pas à jour de la plupart des agriculteurs qui sont passés par nos stages d'autoconstruction. Donc on voit qu'il y en a un peu de partout, mais Grégoire doit la mettre à jour. Je vais aller un peu plus dans le détail de comment on développe des outils, comment on fait de la recherche et développement avec les agriculteurs. Ça peut peut-être vous intéresser en tant que futurs ingénieurs, peut-être pour la plupart. Nous, notre recherche et développement, elle est vraiment participative, collaborative. On fait de l'innovation par les usages.
On n'est pas un bureau d'études, on ne propose pas des solutions hors sol aux agriculteurs, on part vraiment des besoins des agriculteurs, on n'a rien à vendre, si ce n'est certes des stages d'autoconstruction, mais quand on fait de la recherche et développement, on n'a rien à vendre. On obtient des financements publics assez maigres, voire parfois décroissants, notamment avec le changement de majorité à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais du coup, on a quand même un petit peu de financement pour payer ce travail de recherche et développement et d'accompagnement des agriculteurs à la conception collective de matériel agricole. Donc on est vraiment dans l'implication des usagers, de ceux qui sont, nous on estime, qui sont bien placés pour concevoir les technologies adaptées à leurs propres pratiques. Et ça marche, et il y a une réelle demande sur le terrain d'agriculteurs qui veulent être accompagnés, avoir ce regard d'ingénieur pour concevoir des machines adaptées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur le terrain et on va recenser des bonnes astuces, des bonnes trouvailles d'agriculteurs. On appelle ça des TRIP, des tournées de recensement d'innovation paysanne. Et souvent, c'est des volontaires en service civique qui viennent chez nous et qui, pour 6 mois, vont faire des tournées sur le terrain, de ferme en ferme. Ils vont documenter ce qu'a fait un agriculteur, prendre des photos, des vidéos quand c'est possible, faire un article et ensuite le poster sur notre forum. On a un forum où il y a à peu près 600 à 700 fiches outils qui sont issus de bricolage et de trouvailles de paysans. Et là, on voit une carte pas à jour encore des principaux endroits où on est allé de ferme en ferme voir du matériel adapté. Et là, on voit Philippe Billan, pas dans le Morbihan, mais dans le Finistère, qui du coup avait adapté une herse pour faire du semis. Et du coup, quand on va sur cette carte des tripes sur notre site internet et qu'on clique sur un point bleu, apparaît une photo avec un tout petit descriptif de l'innovation recensée. Et puis après, on clique encore dessus et ça nous amène sur le forum. Bref, c'est la première source pour recenser et donner à voir aux autres agriculteurs le génie paysan qui se cache sur les fermes. Et après, sinon, on accompagne des groupes d'agriculteurs. Au niveau de la standardisation, disons que sur les tripes, des fois on tombe sur des petites perles, des choses où on se dit ah ben ça c'est pas uniquement adapté à ce contexte et cette ferme-là, mais c'est quelque chose qui mériterait vraiment d'être diffusé plus largement et qui en profiterait un grand nombre. Donc ça c'est, disons, la première manière d'accéder à des mises en plan et un support de formation. Parce qu'en fait, les outils qu'on propose, dont on diffuse les plans en open source, c'est aussi nos supports de formation. On ne va pas juste faire former des gens à l'autoconstruction en leur faisant souder des pièces entre elles qu'on va balancer à la fonte à la fin de la semaine. C'est vraiment, ils repartent avec leurs outils qui sont support de leur apprentissage. Et donc, la première manière d'arriver à un outil mis en plan, c'est ça, c'est on tombe sur quelqu'un qui a fait un truc qui est déjà quasiment clé en main, et on va le standardiser pour que ce soit plus facilement reproductible et faciliter la fabrication, que ce soit chez soi ou en formation. L'idée, c'est que chaque outil puisse être fabriqué avec un poste à souder, une perceuse à colonne et une meuleuse. Alors bien sûr, si on a du matos un peu plus poussé, comme une scie à ruban, une tronçonneuse à poste fixe ou quoi, ça aide. Mais on peut faire tous les outils avec ces 3 outils, à l'exception forcément des pièces agricoles et de certaines pièces tournées pour faire des moyeux, des assemblages tournants, quoi. Sinon, tout le reste, c'est vraiment en autoconstruction, il suffit d'y passer du temps, et si on veut y passer un peu moins de temps, on a la possibilité des coupes laser pour certaines pièces chronophages, entre autres notamment.
Donc la première façon d'arriver à ces plans, comme je disais, c'est on trouve l'agriculteur qui a fait l'outil, on va chez lui, on s'assure qu'il est d'accord pour qu'on fasse des plans diffusables en open source de sa machine. Généralement tout le monde est très d'accord. Souvent les paysans disent moi je voulais pas trop en parler pour pas qu'il y ait une entreprise qui s'approprie mon invention et qui fasse des thunes dessus. Donc ça me va très très bien que vous diffusiez ça en open source. Donc on fait les plans de la machine et on essaye d'améliorer un peu le truc, la fabrication, avec toujours le support de la personne qui a fait la version 1, on va dire, ce qui est assez pratique. On arrive à un premier jet de plan, là on va faire une formation de prototypage, où on dit bien aux stagiaires qui repartent avec un outil pas à tester, mais un prototype justement. Et on essaye de pas trop faire de prototypes d'un coup parce que si ça marche pas sur une ferme, s'il y a un truc qui pète, ça pète sur X prototypes. Donc on va pas en faire trop pour la première formation. Et on attend une validation sur 1, 2, 3 années, peu importe, on n'est pas pressé. Et on va faire à chaque fois des modifications sur les prototypes jusqu'à ce que les usagers nous disent ok, là c'est bon, le truc il est robuste, il est fiable, il est bien réglable. À ce moment-là, boum, on bascule ça en support de formation, on valide, on dit que les plans ont été validés collectivement et on indique aux personnes qui veulent se le faire chez eux, c'est bon, les plans ils sont fiables, vous pouvez y aller. Donc ça c'est la première façon. La deuxième façon, qui est un petit peu plus complexe mais aussi intéressante, c'est effectivement un groupe d'agriculteurs qui se disent dans un coin de la France, nous on aimerait bien un outil pour faire ça. Alors soit c'est des outils semi-existants qui peuvent s'adapter au contexte, etc. Soit c'est carrément des outils complètement nouveaux. Et dans les deux cas, on fait des réunions préliminaires un petit peu avec le groupe de travail pour établir un cahier des charges de l'outil. Et eux ont pour mission de faire un état de l'art de tout ce qui se fait dans le monde agricole. Le machinisme agricole, c'est quand même quelque chose qui existe depuis bien longtemps. À l'atelier paysan, on ne réinvente pas grand-chose, hein. On picore des solutions qui existent depuis bien longtemps de ci, de là. Et on les réunit, en tout cas au mieux, on l'espère, pour faire un outil performant. Oula, j'ai dit performant, ça. Donc avec ce groupe, on va faire plusieurs réunions, on fait des premiers jets de CAO pour leur montrer, donc conception assistée par ordinateur, pour des vues 3D pour leur montrer un petit peu ce qu'on pense faire, etc. Et on a des retours, des allers-retours, comme ça, des échanges, jusqu'à arriver à un truc qui plaise à tout le monde. Et là, rebelote, c'est formation de prototypage, parfois en plusieurs étapes. Cet hiver, par exemple, on a fait un lit de désherbage automoteur. Donc, la complexité étant dans le fait que c'est pas un truc qu'on met derrière le tracteur, mais il faut faire tout ce qui est transmission, direction, motorisation, etc. Donc c'était un peu plus chronophage que prévu. On a dû faire le prototypage en 2 fois. Mais bon, c'est bon. On a fini ça la semaine dernière et ça roule. Et ensuite, on a ce groupe qui s'est vachement approprié le développement de l'outil. Donc pareil, l'outil ensuite, une fois que le prototype il est fait, c'est pas mal le groupe qui va s'emparer de son évolution. Nous, on peut avoir un accompagnement un peu plus lointain, parce qu'on n'a plus à amener justement tout l'approvisionnement des pièces, des fournitures et aussi de l'expertise sur le prototypage pour faire la machine. Une fois qu'ils sortent de 5 jours de prototypage, les gens du groupe, ils savent réparer, adapter leur machine, en tout cas travailler le métal pour que ça suive l'idée puisse suivre leurs idées. L'outil puisse suivre leurs idées, pardon. Donc ensuite, ça fait des prototypes qui sont essaimés un peu en France. Et nous, on peut faire un accompagnement assez distant. Parfois, on y retourne quand même en personne pour donner des coups de main. Et jusqu'à ce que le groupe valide collectivement cet outil, encore une fois. Voilà, et quand l'outil est validé, les plans et parfois le tutoriel qui décrit comment construire l'outil, ou en tout cas qui va essayer de décrire
avec un article un peu pointu, les avantages, les inconvénients, les usages, les limites de l'outil, eh bien ça vient sur notre site internet et on a une page dédiée, plan et tutoriel, avec une partie, les plans qui sont validés collectivement, dont on sait que ça fonctionne en l'état et on n'envoie pas les gens au casse-pipe en leur disant bah, vous pouvez l'autoconstruire. Et puis les plans et tutoriels issus de travaux en cours, dont il y a encore pas mal de choses à faire dessus et qui sont encore à l'état souvent de prototype. Tout est en open source, ce que disait Grégoire, donc on part du principe que de toute façon on ne mettra jamais de brevet dessus, déjà parce que ça coûte trop cher, mais ensuite parce que c'est pas l'idée, parce qu'on considère qu'on développe des biens communs, que la connaissance, les savoirs et les savoir-faire paysans sont des communs qui doivent être distribués le plus largement possible et il ne faut pas de barrière pour ça, donc le faire sous licence libre. Alors la licence libre, je ne sais pas si ça vous intéresse plus particulièrement, mais en fait elle ne protège que la documentation, que le papier, que la manière dont on a rédigé un article, parce que il y a deux choses. Il y a ce qui relève de la propriété intellectuelle du droit d'auteur et ce qui relève de la propriété industrielle. Ce qui relève de la propriété intellectuelle où on a des droits automatiques dessus, c'est quelque chose qu'on va écrire, quelque chose, une musique, un logiciel aussi, ça relève de la propriété intellectuelle. Et là, automatiquement, des photos, des vidéos, automatiquement, on a des droits dessus et on peut dire ça m'appartient, j'ai l'exclusivité de l'usage de cette œuvre. Or, tout ce qui relève du dessin, du design, et donc des outils agricoles, ça relève de la propriété industrielle. Et là, pour avoir des droits exclusifs et dire je vais être le seul à en profiter, en avoir l'usage commercial, par exemple, de ce dessin ou de cette innovation, eh bien, il faut payer des droits et donc payer un brevet. Le but d'un brevet, c'est de regarder l'antériorité. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont au préalable inventé la même chose que ce qu'on voudrait déposer au brevet? Donc finalement, c'est très compliqué de dire qu'aujourd'hui on développe du matériel libre. En fait, on développe du matériel qui est mis sur la place publique, qui est mis non pas en open source, mais qui tombe dans le domaine public. Voilà. Et on peut prouver de l'antériorité, du dessin, de l'objet qu'on a développé, mais on ne peut pas dire à d'autres si vous faites des modifications sur l'outil qu'on a développé, vous ne pourrez pas le breveter. Bah si, les gens peuvent toute modification à partir de ce que nous on a inventé peut être brevetée. Et ça nous pose problème. Alors on montre un peu l'écran avec du coup la licence libre Creative Commons qu'on appose sur notre site internet, sur les plans qui sont diffusés, sur le guide de l'autoconstruction. Et en fait on ne protège pas grand chose comme ça, on protège juste la manière dont on a rédigé les choses. C'est assez peu. Et ce que nous on émet dans les licences libres, c'est la viralité, c'est-à-dire que normalement avec le logo SA, eh bien, toute modification faite à partir de l'œuvre sera aussi sous la même licence libre. Ce qui fait que ça encourage le partage, ça encourage le fait que les gens, quand ils vont modifier des outils, quand ils vont repartager la connaissance, eh bien, il n'y aura pas de brevetage sous le chapeau, quoi. Et donc, c'est un peu ça qui nous pose problème dans la difficulté aujourd'hui, compte tenu de la législation, de ne pas pouvoir faire véritablement du matériel libre. On peut faire du logiciel libre, mais on ne peut pas faire de l'open source hardware, on ne peut pas faire du matériel libre.
Quelques exemples supplémentaires d'outils. Il se trouve qu'on fait aussi pas mal des outils pour l'attraction animale. Là, c'est un néo-bûcher. On est parti d'un outil qui existait dans les années 50 en Suisse et qui a été complètement redéveloppé avec une association de promotion de l'attraction animale qui s'appelle Hypothèse. Pour dire aussi qu'on a un architecte chez nous qui accompagne les dynamiques autour des bâtiments agricoles adaptés. Alors ça peut être du petit bâtiment mobile, donc là des poulaillers mobiles, des serres mobiles, des cabanes à cochons mobiles, mais c'est aussi comment on va reconcevoir un bâtiment agricole, comment on va repenser l'ergonomie de son bâtiment, et les agriculteurs sont bien placés pour justement être informés sur ces choses-là, et du coup reconcevoir et remodifier leur bâtiment, ou quand ils sont dans une démarche d'autoconstruction de leur bâtiment, ils ont besoin de ces informations-là, et donc l'atelier paysan est là pour les accompagner. Un autre outil, le Roloflex, qui passe dans les rangs, et qui est un outil innovant pour coucher un engrais vert. Alors là, c'est carrément du non-travail du sol total. C'est la plante, en l'occurrence ici du sorgho, qui va travailler le sol avec ses racines, qui va le décompacter. Et il suffit, dans la théorie, de coucher cet engrais vert avec un rouleau qui va du coup casser la tige, empêcher la repousse, permettre que la plante se décompose tranquillement, et ensuite on va planter directement notre culture. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le semi-direct sous couvert, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et voilà, l'atelier paysan apporte sa contribution pour des outils en maraîchage biologique, donc avec cette technique-là. Et il y a très peu d'outils qui sont développés dans le commerce pour le moment, mais des groupes très très motivés. Je passe pour terminer sur la question de notre projet politique. Progressivement, on a fait notre place, et aujourd'hui, l'atelier paysan, qui a finalement depuis 2011 juste 5-6 ans, on fait partie d'une association qui s'appelle Impact, Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, qui est une association nationale qui regroupe d'autres associations nationales elles aussi de développement agricole. Alors dedans, on a par exemple Terre de Liens, que vous connaissez peut-être, et qui accompagne l'installation des agriculteurs pour leur trouver des terres, et qui va par l'épargne, vous pouvez tous, ou vos parents peuvent devenir épargnants de Terre de Liens, acheter des parts à Terre de Liens, et avec cet argent collecté, Terre de Liens investit dans des fermes, dans du terrain, parce que on sait qu'il y a une grosse difficulté pour les agriculteurs à trouver des terres. Il y a normalement un organisme dédié pour ça, un organisme public qui devrait être d'intérêt général, qui s'appelle la SAFER, mais qui, dans 50% des cas, ne joue pas son rôle. Et beaucoup de fermes où il y a des agriculteurs qui partent à la retraite, eh bien ces fermes, elles partent à l'agrandissement d'autres fermes, ou alors elles partent à la bétonisation, à la pavillonnisation, que sais-je. Dedans, on a Accueil Paysan, qui est un peu une alternative au Gîte de France. On a le MRJC qui accompagne les jeunes dans le milieu rural. On a Nature et Progrès, qui est un autre label bio et qui est sur la garantie participative. Ce n'est pas un organisme certificateur payant qui va vous certifier que vos produits sont bio, mais ce sont d'autres agriculteurs. Donc on est dans une démarche beaucoup plus collaborative et collective. On a la FADEAR, qui est l'organe de la Confédération paysanne pour accompagner les agriculteurs sur le terrain. Bref, l'Interafog aussi, qui va accompagner les agriculteurs dans une autre manière de faire de la gestion, de faire de la comptabilité à la ferme, et que les agriculteurs soient plus autonomes. Bon, bref, on est intégré à toutes ces autres associations qui essayent de développer une autre agriculture. Et au sein de ce collectif qu'on a rejoint il y a 1 an, on a été porteur de la question de la souveraineté technologique des paysans.
au début, quand on s'est formé, l'atelier paysan, on parlait d'autonomie par la réappropriation des savoirs. C'était ça qui était vachement important pour nous. Et puis, progressivement, on s'est aperçu que toutes ces autres associations et dans les autres associations en Europe et dans le monde qui défendent une agriculture paysanne, ils parlent de souveraineté alimentaire. Notamment le grand syndicat mondial de l'agriculture paysanne qui s'appelle la Via Campesina, qui est le plus grand syndicat mondial puisqu'il y a plus de 200 millions d'adhérents. C'est notamment le mouvement des Sans-Terre qui adhère à la Via Campesina dans les mouvements dans les pays d'Amérique latine. Bon, ben, tous ces gens-là, ils parlent de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de se réapproprier à l'échelle des territoires la question de la production, de la distribution des produits alimentaires. Le fait que les consommateurs doivent aussi être impliqués dans la gouvernance de l'alimentation au niveau des territoires. Et nous, on s'est aperçu que finalement, l'atelier paysan, en réautonomisant les agriculteurs et en se réappropriant des savoirs et des savoir-faire sur la machine agricole, sur l'outil de travail des paysans, sur l'outil de production des fermes, eh bien, on participait à une souveraineté technique et technologique des paysans pour aller vers une souveraineté alimentaire. Donc on a été porteur d'un plaidoyer dont j'ai des exemplaires si vous le souhaitez. On a écrit ce plaidoyer pour défendre la souveraineté technologique des paysans dans un double contexte. Le contexte d'endettement dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de plus en plus fort sur les fermes. Le matériel coûte de plus en plus cher et le modèle économique des fermes est de plus en plus bancal parce que on dit aux agriculteurs investissez, de toute façon il y a des aides européennes, il y a des aides dans tous les sens. Sauf que l'Union européenne là récemment a abandonné les quotas, notamment les quotas laitiers. Et les prix se sont cassés la gueule, et les agriculteurs avec, parce qu'ils avaient des coûts fixes dus à cet endettement qui était extrêmement important, et ils n'ont plus un modèle économique qui leur permet de rembourser cette dette. Donc on les enferme aussi dans des logiques qui sont compatibles avec l'agro-industrie, mais qui ne sont pas viables pour les fermes. Les agriculteurs sont de plus en plus des supports finalement à la profitabilité de toute une agro-industrie, de tout un tas de fournisseurs de matériel agricole, comme je vous disais, de produits chimiques. Il y a tout un tas d'intrants sur les fermes. Les fermes ne sont plus autonomes. C'est ça qu'on voulait aussi dénoncer en parlant de souveraineté technologique. C'est qu'il y a matière à se réapproprier déjà la viabilité économique des fermes en se réappropriant la question de son outil de production. Et puis, l'autre grand contexte et l'autre grand facteur là, qui est en train de modifier complètement l'agriculture et les fermes, c'est la robotisation et l'automatisation, la numérisation. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on considère que l'agriculteur est obsolète. Il n'est plus suffisamment bien placé pour prendre des décisions, intervenir au champ, diagnostiquer ce qu'il y a à faire sur une ferme. C'est les capteurs et le big data qui sont bien mieux placés que l'agriculteur. On nous vend que des capteurs seront bien plus sensibles que l'agriculteur et tout le savoir expérientiel qu'il a pu accumuler tout au long de sa pratique empirique. On nous dit que la machine est plus adaptée que l'agriculteur pour savoir quel est l'état de cette plante, quand est-ce que l'animal va veuler, mettre bas, quand est-ce qu'il y a besoin d'intervenir pour fertiliser une culture, fertiliser des sols. Non, il suffit d'envoyer un drone qui va diagnostiquer ça bien mieux que l'agriculteur. Et ensuite, on envoie des robots qui sont de plus en plus perfectionnés
Jusqu'ici, c'était essentiellement des robots de traite qu'on trouvait sur les fermes, et aujourd'hui, on a des robots qui, de manière autonome, vont pouvoir désherber, vont pouvoir travailler le sol, vont pouvoir même, on est de plus en plus fort là-dessus, cueillir, récolter, et du coup, finalement, l'agriculteur n'a plus sa place au champ, il a sa place derrière un écran pour être un chef opérateur, un chef d'orchestre de toute cette camelote technologique, mais plus du tout en autonomie par rapport à ce développement technique et technologique actuel. Donc l'atelier paysan a souhaité réinterroger ça, surtout qu'en fait, ce sont des solutions technologiques qui sont fortement financées par les pouvoirs publics. Ça fait partie d'une des priorités stratégiques industrielles de la France, c'est la French Tech. On a maintenant la French Tech agricole, c'est plus de 10 milliards d'euros qui vont être comme ça largement distribués aux agro-industriels, aux instituts de recherche publique, pour faire de la recherche sur la robotique agricole, le numérique et les biotechnologies. Donc on fait aussi un séminaire dans quelques jours à Paris, le 5 avril, mercredi prochain, pour parler de toutes ces questions avec un certain nombre de chercheurs et de gens du terrain pour parler de tout ça. Voilà, pour parler de tous ces délires qui nous semblent être des délires technophiles assez hallucinés. Et il y a matière juste à calmer un peu le jeu et à se poser les bonnes questions de est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas penser des solutions plus low-tech, moins coûteuses, déjà parce que ce sont encore des choses qui coûtent très cher, un appareillage technologique qui coûte très cher, et puis des choses où des solutions techniques et technologiques où les paysans ont vraiment la main dessus, donc des choses plus low-tech. Voilà un peu sur ce que c'est que l'atelier paysan, une plateforme de ressources à disposition des agriculteurs, mais aussi un projet politique assez affirmé. Voilà. Et on fait des rencontres, les rencontres de l'atelier paysan qui auront lieu pas très loin, en Drôme, sur une ferme à Beaumont-les-Valences, ça s'appelle la ferme des Volonteux, et c'est les 28, 29, 30 avril. Et alors, il y aura plein de conférences, il y aura aussi des ateliers de bricolage, des chantiers d'initiation, où on pourra s'initier sur la conversion de tout le parc matériel de la ferme, qui est une ferme maraîchère, au triangle d'attelage, qui est une autre manière d'atteler son outil. Bref, vous allez voir, c'est très formateur comme atelier. Il y a des chantiers d'initiation divers et variés. On va construire aussi une barre porte-outils, on va construire un four à pain, 2 fours à pain même. Bref, voilà. Et il y a des conférences sur le biogaz, il y a des conférences sur le sacrifice des paysans. Tout le détail des conférences est dans ce prospectus qu'on retrouve normalement aussi au bar. Et j'en ai, si vous voulez, à diffuser. Et des concerts le vendredi soir avec de René Lacaille à Fantasio. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Merci pour cette présentation. On peut prendre un petit temps pour les questions, si vous en avez. Oui. Est-ce que vous faites aussi, est-ce que vous occupez des terres qui sont en friche, occupées par des paysans mais qui ne sont pas utilisées? Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent se lancer, notamment en permaculture, et qui ne trouvent pas de terrain parce que justement il y a plein de champs qui ne sont pas utilisés mais qui sont encore la propriété des paysans pour toucher notamment les aides et les choses comme ça.
Et est-ce que justement il y a des associations comme l'Atelier Paysan qui s'en occupent pour essayer de répartir un peu les terrains et donner la possibilité aux nouveaux agriculteurs de se lancer? Et nous, on ne s'occupe pas du tout de la partie foncière. On s'occupe juste du matériel agricole, de l'outil de production des fermes. Donc là-dessus, il y a des associations qui accompagnent l'installation des agriculteurs et qui peuvent accompagner le cheminement des agriculteurs pour trouver des terres. Et des agriculteurs sympathiques qui peuvent prêter un bout de leur terrain inoccupé, mais c'est pas du tout le champ d'exploration de l'atelier paysan, qui est vraiment sur la machine et le bâtiment, donc l'outil de production des agriculteurs. Mais en permaculture, encore faudrait-il trouver une définition à la permaculture. Il y a tout un tas d'outils à inventer, d'outils manuels, ou des outils qu'on peut trouver. On trouve une houe maraîchère, voilà, qui est un outil complètement utilisable dans un itinéraire technique de permaculture. Mais voilà, l'atelier paysan, ce qu'il va apporter, c'est la réflexion collective sur des outils adaptés aux techniques de l'agroécologie paysanne, plus que de la permaculture. Moi j'ai 2 questions. La première c'est, est-ce que j'ai vu que dans votre licence libre il y avait interdiction de réutiliser vos plants à but commercial? Est-ce que vous avez des partenariats en dehors de la France où vous autorisez du coup d'autres structures à réutiliser tout votre travail? Et ma deuxième question c'était, est-ce que vous avez des mesures prises pour féminiser un petit peu les équipes? Ou les stagiaires apporter plus de... Alors sur la question de la licence, nous, ce que je disais, c'est que de toute façon, personne ne peut... nous ne pouvons empêcher personne de commercialiser les outils qu'on développe. C'est-à-dire qu'un artisan qui voudrait faire les outils à partir de nos plans, on ne peut rien lui dire. Un industriel qui voudrait faire les outils à partir de nos plans, on ne peut rien lui dire. S'ils veulent breveter, là par contre, on peut dire bah non, c'est nous qui l'avons publié avant, on a l'antériorité. Donc on est juste protégé là-dessus. C'était plus pour montrer les crocs, comme je disais tout à l'heure, mais c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi, parce que en fait le non commercial là va juste empêcher quiconque de commercialiser la documentation. Donc je suis pas sûr que ça intéresse grand monde de vendre des petits feuillets à 10 balles avec nos plans, quoi. Donc en fait, elle sert à rien cette licence libre. C'est plus de la pédagogie autour de ce qu'on fait. Mais après, il y a sur d'autres expériences et d'autres plateformes de ressources à l'étranger, la seule qu'on connaisse, c'est FarmHack, qui est aux États-Unis. C'est un blog, vous pouvez le trouver sur Internet. Et ils sont pas aussi avancés que nous dans la manière dont ils documentent les outils qu'ils recensent. Ils font pas non plus de recherche et développement, donc ils vont pas restandardiser ou redévelopper avec des groupes ou à partir de choses existantes sur le terrain, mais ils vont livrer tel quel des bricolages de paysans. Et parfois ça leur arrive de diffuser sur leur blog des outils qu'on a développés. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, au départ, ce qu'on voulait, c'était favoriser l'autoconstruction, pas simplement parce qu'on vend des formations d'autoconstruction et que ça participe de notre modèle économique, mais surtout parce que on sait que les agriculteurs s'approprient vraiment bien un outil quand ils le construisent, et beaucoup moins quand ils l'achètent. Or, ce qu'on veut, c'est arrêter le fait que les agriculteurs surinvestissent à mauvais escient, et du coup, en construisant, là, il y a une autre démarche qui se met en place, et en plus, ils le font dans un cadre collectif, en formation, et donc ils vont apprendre les uns des autres,
Et c'est dans collectif-là qui... enfin, Grégoire peut en témoigner puisque c'est lui qui anime les formations. Mais voilà, les gens s'échangent énormément de savoir et comment tu fais sur ta ferme. Et ben moi je le passerai plutôt comme ça, cet outil, parce que en fonction de mon terrain ça marche comme ça. Et donc il y a plein de maraîchers qui disent mais moi en allant dans ces formations là j'ai pris 5 ans de maraîchage. Voilà. Et donc on n'obtient pas la même chose en achetant du matériel ou en passant par une formation autoconstruction. Donc c'était aussi pour ça qu'on avait mis un peu naïvement cette mention non commerciale sur notre licence libre. Et après sur la féminisation des équipes, peut-être que... Ouais. On a un exemple concret là-dessus sur les brevets et l'open source. Et il y a un constructeur qui a qui a copié un des outils qu'on propose pour les planches permanentes, qui sont des outils qui n'existaient pas avant, en fait. Donc forcément, il y avait un marché un peu à prendre. Les gens qui veulent s'équiper pour les planches permanentes, ils passent par les outils de l'atelier paysan parce qu'il n'y en a pas dans le commerce. Donc il y a un constructeur qui s'est dit, je vais prendre le créneau, je vais en faire. Donc ils ont copié les outils un peu simplifiés et mal simplifiés. Et nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on rentre en guerre avec ce constructeur-là ou pas? Déjà, on s'est dit que ce serait une dépense d'énergie énorme de notre part, on n'a pas que ça à foutre. D'autre part, on s'est dit, s'il y a des gens qui leur achètent les outils, nous, on n'est pas maître de ça. C'est des gens qui veulent leur acheter des outils qui sont fabriqués je ne sais où, qu'ils y aillent. Et si l'autoconstruction intéresse d'autres gens, ils viendront vers nous ou ils feront chez eux, etc. Mais laisser l'usager maître de ce qu'il fait. Et s'il y a d'autres qui proposent une alternative sur la base de nos concepts et de nos plans, libre à eux. Sur la féminisation. De quoi? De l'équipe salariée ou des stagiaires en général? On a un petit challenge entre formateurs, on aime bien dire aux autres hey, j'ai 4 filles sur ma formation et tout. On a déjà vécu une formation à majorité féminine, donc comme quoi. Ça dépend, nous on est totalement ouvert à tout, c'est juste que de base ils vont plutôt dans une ferme où il y a des associés, où il y a une parité, ils vont envoyer le mec se former au travail du métal quoi, le plus souvent. Et parfois où ils viennent en équipe un petit peu, sur un gang de 5 personnes, tu vas en voir 3 qui débarquent, donc un peu qui aient un petit peu tous la compétence et qui s'aident les uns les autres ensuite de ce qu'ils ont pris de la formation. Clairement, sur les formations, je suis pas sûr qu'on se soit amusé à sortir des stats, mais on doit avoir bien 75% de garçons, quelque chose comme ça. Mais non, ça arrive. Après, sur l'équipe salariée, c'est pareil, quand on ouvre un poste de formateur, par exemple, le dernier qu'on avait fait, on avait une soixantaine de candidatures, dont une fille. Donc, c'est pas nous, qui imposant quoi que ce soit. Bonjour. Moi j'ai une question sur la responsabilité des machines que vous construisez. C'est-à-dire qu'un agriculteur utilise une machine, je sais pas, il y a une dent qui vole, il se la prend dans le front, ou un ressort qui pète, il se la prend dans l'œil. Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'atelier paysan? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Je sais pas. Est-ce que sinon vous êtes libéré de responsabilité parce que c'est autoconstruit par le paysan lui-même? Alors là-dessus, c'est un cadre juridique encore un peu flou, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, mais on peut auto-certifier une machine qu'on a fabriquée. La démarche d'auto-certification est très simple pour des machines qui ne vont pas avoir d'apport extérieur d'énergie que la puissance du tracteur. C'est-à-dire que tu mets derrière le tracteur, tu as juste la puissance de traction du tracteur. Si tu fais un petit dossier pour dire moi je connais ma machine, elle pèse tant, et puis j'ai les plans, donc, et puis c'est moi qui l'ai faite, tu prouves que c'est une sorte de validation constructeur. Et ce dossier d'auto-certification est très léger à faire, c'est vraiment tout con.
Et ensuite, il suffit de mettre un petit CE, le petit logo CE là, sur ton outil. Et en fait, c'est plus montrer que tu es au courant de comment ça se passe que vraiment faire une vraie certification approfondie. Et ça suffit pour te couvrir des éventuels problèmes avec. Dès que tu vas avoir un apport d'énergie type prise de force ou hydraulique, l'hydraulique c'est encore assez simple. Il faut juste dire où sont les entrées-sorties, où tu peux avoir des risques d'écrasement en abaissant un vérin, etc. Pareil, ça tient sur une demi-page. Et ben, tu montres que tu es conscient des dangers potentiels de ta machine et tu dois juste t'assurer que si un des salariés ou stagiaires de ta ferme l'utilise, qu'il ait pris conscience du dossier, quoi. Donc c'est aussi simple que ça. Après, justement, voilà, sur tous les outils animés par prise de force, on n'en a jamais encore diffusé à l'autoconstruction parce que là se pose le problème de l'autocertification qui est beaucoup plus lourd. On n'a pas encore bien creusé jusqu'où ça faut certifier la chose. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, d'un point de vue problème et accident, on n'a jamais connu de soucis. On a plutôt tendance à éviter des accidents en convertissant des gens au triangle d'attelage. Chose qui peut être un peu floue pour les gens qui ne connaissent pas, mais en gros c'est comment clipser son outil à l'arrière de son tracteur sans en descendre, plutôt que amener le tracteur devant l'outil, descendre et enfiler des broches à travers des timons et des plaques percées. Donc je vous laisse imaginer la scène d'un paysan qui essaie de bouger son outil qui pèse 500 kg pour bien l'aligner sur ses bras de relevage, mettre les goupilles, le tracteur qui tourne, contrôle le relevage du tracteur, etc. On a eu des gens qui sont passés au triangle d'attelage parce qu'ils sont passés sous un outil et ils ont failli laisser un membre ou la vie, quoi. Et ils se sont dit, tiens, ça peut être intéressant d'atteler plus vite et de manière plus sécuritaire. Et typiquement, tous les gens qui découvrent ce système d'attelage nous demandent mais pourquoi c'est pas de base sur toutes les machines, et on leur répond qu'on se pose la même question. Mais voilà, la puissance des stupides des lobbying. J'ai répondu. Est-ce qu'il reste des questions? Moi j'en ai peut-être une dernière. On a parlé pas mal de technologie, mais est-ce que aussi ce que vous faites, c'est pas une réponse aussi à une crise personnelle? On a parlé de retour à la nature. Est-ce que c'est pas aussi voilà, cette volonté de retour à la nature et de retour à la maîtrise de la technologie qui est le moteur de votre travail? Comme disait Julien, les gens qui viennent en formation, c'est beaucoup des gens qui, déjà hors cadre, donc qui sont pas du tout formatés sur la manière de conduire une exploitation agricole, donc qui vont avoir plus tendance à se poser des questions, à remettre en question ce qui se fait d'habitude et plus classiquement. Donc c'est effectivement des gens qui vont vouloir s'installer bien, à savoir vraiment dans leurs valeurs, quoi. Et généralement, les gens qui retournent à la terre après avoir fait 10 ans d'industrie, c'est justement parce qu'ils en ont un peu marre des valeurs de grosses industries, de l'endettement, des grosses machines, etc. Et ils veulent retourner à quelque chose de plus simple, qui leur parle plus et qui leur est plus propre, quoi. Donc effectivement, nous, on rentre bien dans ce créneau-là, d'accompagner des gens à maîtriser leur exploitation de manière adaptée et à moindre coût, et plus autonome aussi. Après, il y a pas mal de gens, notamment en viticulture, où là l'accès à la terre est un peu plus difficile. Pas mal de viticulteurs qui se tournent vers nous pour des techniques innovantes, quoi, sur lesquelles les constructeurs de matériel agricole ne se sont pas encore bien placés. Et vu que nous, on a assez de répondants face à des envies de créer des outils, et ben là, on a déjà créé une gamme d'outils dans le domaine de la viticulture, mais pas du tout pour des gens qui s'installent, quoi, plus des gens qui réfléchissent leur système. Et nous, on les accompagne là-dedans.
Mais de manière générale, c'est vrai que l'atelier paysan s'inscrit dans un mouvement sociétal ou de réappropriation de savoir, d'autonomisation et de repenser la technologie. C'est vrai qu'on n'est pas loin de ce que peut faire T-Eol sur la question de l'énergie. On n'est pas loin d'une association, par exemple, comme le PADES, qui fait de la promotion de l'auto-réhabilitation de logements, et qui va accompagner l'autoconstruction. Il y a plein d'associations qui font de l'accompagnement d'autoconstruction dans le bâtiment. Donc on fait partie, oui, de ce mouvement qu'il y a dans la société, de vouloir faire soi-même, du do-it-yourself ou du do-it-with others, du faire avec les autres. Et du coup, voilà, il y a aussi, dans une certaine mesure, les Fab Labs, les hackerspace, les tiers-lieux qui essayent, quand ce n'est pas des nids de start-up, qui essayent de faire de l'éducation populaire et de se réapproprier des savoirs et des savoir-faire. Alors en fait, c'est plus une remarque qu'une question, mais franchement, on l'avait déjà dit, mais c'est quoi les ordres d'idées pour un prix pour une machine industrielle en fait, parce que je pense qu'on a beaucoup de mal à se rendre compte de l'argent qu'investit un agriculteur dans une machine industrielle et inversement de l'argent qu'il peut investir en l'autoconstruisant. Peut-être que vous en avez parlé au début, j'étais pas là aux 5 minutes. Oui, ben voilà, là il faut à peu près 1900 € de matière, 1008 pour un cultibut. 1005. Et ben c'est au moins 8000 € dans le commerce, c'est un outil à peu près équivalent. Et là c'est 4 fois moins cher, mais parfois ça va être que 2 fois ou 3 fois, et des fois plus, ou des fois on est le même prix. Mais après il faut considérer aussi la semaine de travail que le paysan va dédier à la construction de sa machine. Mais c'est sûr que ça permet de modérer l'investissement de manière assez conséquente, quoi. Donc voilà, pour des outils dans le maraîchage, mais un semoir viticole c'est encore pire. Bah, en fait, c'est comme souvent, hein, les prix des choses sont fixés pas par rapport à ce que ça coûte vraiment, mais par rapport à ce que les gens sont prêts à le payer. Donc typiquement, ouais, des semoirs viticoles, bah, nous on en a reproduit un d'un gars qui se l'était fait chez lui, on a fait une copie conforme de ce qu'il a fait, bon depuis ça a évolué, mais au début c'était ça, donc c'était simple pour nous. Et avec la trémie, ça doit se balader dans les 2000, fourchette haute 2005. Ce qu'on fait dans le commerce, ce sera 8-10 000. Sachant que c'est pas un outil très 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 compliqué à faire, dans le sens où tu n'as pas besoin d'y passer hyper longtemps. Parce que plus tu passes du temps sur un outil, c'est facile de dire l'outil à l'autoconstruction il te coûte 1005, mais si tu dois passer 2 semaines à le faire, bah, comment tu comptes ton temps, quoi. Donc bon, et comment tu comptes le fait que tu connais bien ton outil et que tu peux le réparer facilement, etc. C'est aussi quelque chose qui est difficilement mesurable. Mais d'un point de vue tarifaire, il y a certains outils où moi j'ai déjà eu des stagiaires qui me disaient, bah là, en faisant le compte de la semaine de formation, la bouffe, le logement, les frais annexes, le déplacement et le prix de l'outil, finalement m'acheter une dérouleuse à plastique dans le commerce, ça me coûtait à peine plus cher. Soit à quoi je lui ai répondu que notre dérouleuse était 10 fois mieux. Véritablement que celle qui montrait là. Mais voilà, sur certains outils, on n'a pas une marge non plus. Les gens ne font pas forcément ça que pour les sous, et de toute façon, on ne veut pas qu'ils fassent ça que pour les sous, même si c'est une des choses qui les pousse à venir. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Et bah, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence.